Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'internaute.com. Aujourd'hui, nous allons parler d'investissement dans le vin. Et pour cela, nous recevons Thierry Godet qui a fondé le site Cavissima. Bonjour. Bonjour. Pendant 30 minutes, il va répondre à toutes vos questions sur le placement en vin, savoir un peu les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire, comment choisir. Et on va commencer tout de suite avec la question de Fredo qui vous demande « Bonjour, comment savoir si une bouteille est bonne à boire ou à garder ?» Alors ça, c'est la question la plus complexe qui existe, parce que la seule façon de le savoir, finalement, c'est de sortir son tire-bouchon et de commencer à goûter le vin. Parce que la bouteille, en fait, ne peut pas véritablement délivrer son message avant de pouvoir l'ouvrir. Les sommeliers sont les gens spécialisés dans ce domaine et c'est eux qui ont la connaissance. Car la connaissance, c'est la connaissance du producteur, la connaissance du terroir, la connaissance du millésime, et toutes ces informations sont bien connues. Puis, il y a surtout autre chose. Il y a la conservation, parce que sans une bonne conservation, on va réduire le degré de maturité ou réduire les périodes d'apogée idéales, etc. Il faut absolument que le vin soit très bien conservé. Donc avant de choisir, il faut plutôt discuter avec un sommelier. Oui, il faut se renseigner. Il existe différents sites qui peuvent donner des informations, mais un sommelier, en général, a cette compétence-là. Ouais. D'accord. On poursuit avec Guillaume qui vous dit « Lors d'une discussion avec des amis, j'ai appris que les meilleures affaires se faisaient avec les vins primeurs. Qu'en pensez-vous » Alors, c'est pas faux. De façon générale, les prix des vins en primeur sont historiquement les plus bas. C'était d'autant plus vrai il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, ça l'est un petit peu moins, mais on trouve de bonnes affaires avec les primeurs. Alors, je profite de l'occasion pour dire que les primeurs présentent deux avantages. Le premier avantage, c'est d'avoir des prix. Le deuxième avantage, c'est de pouvoir sécuriser les produits qu'on souhaite mettre dans sa cave, car par la suite, ça peut être assez compliqué, surtout si le vin prend de très bonnes notes. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et là, les prix s'envolent. Voilà. D'accord. Donc, ce que vous conseillez, c'est, faut faire... Je conseille l'achat en primeur, tout à fait. Je conseille l'achat en primeur en Bordeaux, en Bourgogne, en vin de la vallée du Rhône. Il y a de plus en plus de producteurs maintenant qui ont copié le modèle bordelais et qui proposent des vins en primeur. Voilà. On poursuit avec Jean-Noël qui vous demande quelle est la différence entre investir dans des bouteilles et une cave à vin. Est-ce qu'il y a une différence déjà ? Non, quand on investit dans une cave à vin, on investit dans des bouteilles. La cave à vin, c'est un terme qui est un peu gênant parce que c'est à la fois l'endroit où on va stocker, puis c'est aussi l'ensemble des bouteilles qu'on va mettre dans son local ou qu'on va mettre dans un endroit sécurisé pour la conservation des vins. Donc investir dans une cave, c'est investir dans des bouteilles. Ce qui compte, c'est le choix des bouteilles. D'accord. C'est pas des tonneaux, c'est bien des bouteilles. Alors oui, aujourd'hui, on investit dans des bouteilles. On n'investit pas dans on peut acheter du vin en primeur qui, lui, est encore dans des fûts, mais dans ce cas-là, c'est un vin papier. On n'achète pas. Alors, il y a juste à Beaune, ça c'est assez rigolo. C'est la vente des hospices de Beaune où on peut acheter un tonneau et demander la mise en bouteille par la suite. Mais bon, c'est un phénomène qui est assez rare. En général, on achète des bouteilles. Et qui fait un peu l'anecdote et l'aspect atypique des ventes de Beaune. Oui, tout à fait. Ouais, la vente des hospices de Beaune, c'est une vente aux enchères, c'est un moment assez rigolo et qui donne le ton d'ailleurs sur le niveau de prix que peut prétendre un millésime. Voilà, et on s'aperçoit à cette occasion d'ailleurs d'année en année que les vins de Bourgogne s'enchérissent. Alors justement, vous abordez le prix. On a toute une série de questions de lecteurs sur le prix. D'abord celle de Bruno qui nous demande qui détermine la cote des vins. Alors, la cote des vins, elle est déterminée, on va dire, d'une part, ce qu'en demande le château ou le domaine, si on est en Bourgogne. Et en Bourgogne, ce sera d'abord et avant tout le domaine qui fixe ses prix et qui, en général, subit moins l'influence du marché ou des critiques. À Bordeaux, il existe un autre phénomène, c'est qu'on a un certain nombre de critiques
qui s'appelle Robert Parker, qui est le plus illustre d'entre eux, mais il y en a d'autres. Il y a de très bons critiques en France, Carin, Michel Béthane, et puis d'autres à l'étranger, Yancis Robinson, ou bien les critiques du Wine Spectator. Eux peuvent avoir un impact réel sur la fixation du prix, le plus influent restant Robert Parker pour les Bordeaux. Et là, si Robert Parker décide de mettre une note de 100 sur 100 à un château, il est clair que la demande s'envole et que les prix vont de même flambent sur ce château. Ouais. D'accord. Question de Pascal, est-ce que les foires au vin sont un bon moment pour investir dans le vin? Alors, moi, j'aime pas trop les foires au vin pour deux raisons. La première raison, c'est que on ne connaît pas toujours les conditions de conservation et les conditions de transport. Ce qu'il faut savoir, c'est que les foires au vin, généralement, sont situées en septembre, qu'on a maintenant de plus en plus d'arrière-saison, des mois d'août ou des mois de septembre qui sont chauds. Les vins ne sont pas toujours très bien transportés pendant cette période-là. Ça coûte cher de transporter des vins dans des camions réfrigérés ou à température contrôlée. Et puis, il n'est pas sûr aussi que les entrepôts aient les capacités pour rafraîchir les bouteilles. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième Donc c'est plutôt pour boire que ouais, pour je pense que c'est plus pour boire. La deuxième des choses, et puis surtout, souvent il y a des mises en bouteille spéciales pour les foires au vin. Et le vin, c'est quelque chose, surtout un grand cru. C'est un produit, le pied de vigne a 40 ans, 50 ans, 60 ans. Le vignoble peut avoir des centaines d'années. C'est un vin qui doit se consommer, doit respecter un certain nombre de cycles. Moi, je suis pas amateur des foires au vin. Voilà. D'accord, donc Pascal, vaut mieux éviter les foires au vin si vous souhaitez investir dans le vin. Voilà. Il faut utiliser d'autres leviers, aller visiter les caves, acheter directement en cave ou passer par des professionnels. Alors oui, il y a des professionnels, il y a des sites internet, il y a des professionnels, il y a des cavistes. L'idée avant tout, quand on veut investir dans le vin, quand je dis investir avec l'objectif de revente, c'est aussi de trouver un produit de bonne qualité qui n'a pas fait le tour du monde, qui a toujours été bien conservé et surtout à un prix intéressant. Voilà. Question de Nicolas, est-ce que le vin est soumis à la TVA? Alors bien sûr, le vin est soumis à la TVA qui s'applique sur le vin aujourd'hui est de 19,6%. Que ce soit un placement ou pas? Que ce soit un placement ou pas, tout à fait. Alors, il existe des formules des formules par lesquelles on peut acheter du vin en exemption de TVA. Dans ce cas-là, le client devient propriétaire de ses vins lorsque le vin est amené dans une unité de stockage qui est en zone franche. Et là, dans ce cas-là, on peut bénéficier de l'exemption de TVA. Voilà, mais on comprend à vous écouter que c'est un peu particulier et à utiliser avec précaution sans doute. Oui, alors ce sont des services qui existent. Il faut avoir des sommes d'argent qui sont à investir qui sont suffisantes. Là, je laisse le soin à l'internaute de se renseigner sur ce qui est disponible sur le marché. Question de Lynn qui revient sur la cote des vins, qui vous demande, parmi tous les exemples que vous avez donnés tout à l'heure, quelle cote de vin est la plus fiable selon vous? Ah, alors ça c'est une excellente question. Il existe plusieurs cotes. Il existe la cote du Livex. Le Livex, c'est le marché entre professionnels à Londres. La place de Londres est en train de perdre un petit peu de sa superbe parce que le Hong Kong est en train de lui faire une concurrence très forte. Et Hong Kong a pris un positionnement stratégique. Il existe sur des vins anciens, des vins qui ont 10 ans, 15 ans, ou voilà une excellente cote qui est fournie par la société Ideal Wine, qui va, comment dirais-je, collecter patiemment tous les prix, toutes les transactions qui se sont faites dans les ventes aux enchères. Donc ça me semble être une cote relativement fiable. Et puis, il existe des cotes fournies par des comparateurs, et notamment Wine Decider, qui pour un vin récent me semble être l'une des meilleures cotes pour l'achat. Voilà. Alors pour prolonger, il y a la question de Phil qui nous dit
Monsieur, les caves en ligne se multiplient, pourtant les prix qui sont pratiqués me semblent extrêmement chers. Pourquoi une même bouteille peut être vendue avec une différence pouvant aller de 1 à 10 entre les sites? Alors, de 1 à 10, ça me semble relativement étonnant. Il n'est pas exclu qu'il puisse y avoir des erreurs sur les prix pratiqués par certains marchands. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que il faut bien faire attention quand on achète du vin, parce que le vin, c'est avant tout un emballage. Une bouteille de Château Smith au Lafite va ressembler à une autre bouteille de Château Smith au Lafite, etc. Ce qui est important, c'est d'être sûr que son fournisseur va pouvoir vous offrir des vins qui sont acquis en première main et qui viennent directement du domaine ou du château. Et là, le prix peut certainement être plus élevé que le prix d'une bouteille qui aurait fait le tour du monde, qui aurait été acquis notamment à Hong Kong et qui, pour des raisons X, Y, Z, ne s'est pas vendu et revient sur le marché européen et peut revenir avec des niveaux de prix qui sont relativement bas. Puis à côté de ça, on trouve aussi des gens qui cherchent à se défaire rapidement de leur cave où il y a un héritage, on découvre une cave et on a besoin de revendre les vins. Et là, à la limite, il n'y a plus de prix sur ce produit-là. Donc, c'est pas complètement illogique qu'il y ait une disparité très forte au niveau des prix. Et ce qu'il faut, c'est véritablement bien savoir ce qu'on achète et où on l'achète. Quel est l'écart raisonnable pour vous, justement, entre une même bouteille, entre deux sites? Moi j'ai vu des écarts de l'ordre de 30 à 40%, ce qui me semble, plus le millésime est ancien, plus il peut y avoir des écarts importants. Plus le millésime est récent, moins il y a d'écarts. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, sur un Bordeaux, quand on achète en primeur, les châteaux fixent des prix, recommandent des prix de sortie, et les bons cavistes en ligne pratiquent à quelques centimes près ou à 1 euro près des prix qui sont équivalents. Voilà, sur les vins de Bourgogne, les domaines sont extrêmement vigilants aussi sur la fixation des prix. Faut bien entendre que ce sont des gens qui font des produits de qualité, ils n'ont pas forcément aussi envie de voir leurs produits bradés. Il faut les comprendre, ce sont des gens qui se donnent beaucoup de mal pour faire des produits de qualité. Donc pour répondre à Phil, voilà, les variations de prix, c'est lié beaucoup au stockage, en conservation, à l'histoire du lot de bouteilles, quoi. Tout à fait. Puis alors après, il y a encore autre chose, il faut faire très attention. On commence à voir des contrefaçons. Il faut savoir que par exemple, le Château Smith au Lafite a fait l'objet d'une forte campagne de contrefaçon en Chine et moyennant quoi le cours s'est écroulé. Et on trouvait des bouteilles avec des niveaux de prix complètement délirants par rapport aux bouteilles que le château mettait lui-même en vente. Voilà, il faut savoir ce qu'on achète. Voilà, justement, vous anticipez la question d'Alice qui vous demande quelles précautions faut-il prendre quand on place quelques économies dans le vin? Alors, quelles précautions? Outre de vérifier, donc on a vu la vérité, la vraie bouteille, est-ce que c'est bien celle-ci, est-ce que c'est pas... Tout à fait. Donc les facteurs de succès, c'est d'abord s'assurer de l'origine du vin. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est s'assurer qu'on va payer un prix correct pour le vin. La troisième, c'est avoir une unité de conservation correcte et pouvoir le justifier. La quatrième, c'est surveiller les cours du vin. Et puis la cinquième, ce serait d'organiser la revente dans les meilleures conditions pour pouvoir optimiser son investissement. Vous évoquez dans les critères, donc il y avait la justification de la façon dont la bouteille a été conservée. Ouais. On le justifie comment? C'est assez compliqué. Il existe des caves. Il n'y a pas de label aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas de label. Mais il existe des caves qui sont éventuellement mutualisées et qui sont connues, pour lesquelles il y a une, des garanties de température et d'hydrométrie. Et je pense que c'est intéressant. Alors, c'est intéressant de conserver ces vins dans ce genre de cave parce que, qui plus est,
disais, la cave va offrir toute la sécurité nécessaire. Hein, pour investir dans le vin, il faut mettre au minimum 60 € dans une bouteille et il faut assurer cette bouteille. J'attire l'attention sur le fait que les cambriolages de caves, ça existe et il faut être extrêmement prudent et il vaut mieux ne pas conserver les vins chez soi, de même que des six caves, on ne les conserve pas chez soi, des bijoux, on ne les conserve pas chez soi. Et là, de la même façon, il faut prendre toutes les précautions qui vont bien. Très bien. Question de Zav qui vous demande « Que pensez-vous des vins vendus aux enchères? Est-ce une bonne opportunité ?» Tout à fait. Alors là, de même, le commissaire-priseur, lors d'une vente aux enchères, va pouvoir faire une expertise de la bouteille. Il va pouvoir rendre son expertise. Il y a un certain nombre de codes qui existent, notamment le niveau de remplissage du flacon. Et là, je pense qu'on peut suivre l'expert, on peut faire des bonnes affaires. Encore une fois, ce que ne connaît pas l'expert toujours, c'est comment le vin a-t-il été conservé. Voilà. Et donc là, c'est un peu l'énigme qui est autour de... Tout à fait, c'est l'énigme, tout à fait. C'est l'énigme. On peut avoir des bonnes surprises comme on peut avoir de moins bonnes surprises. D'accord. Question de Dan. Bonjour, en quoi consiste le placement de vin au fermage? Alors, donc ça c'est une question qui échappe un peu à ma connaissance. Je suis mal placé pour positionner une bonne réponse. Parce que je pense que là on fait référence au mode de culture, c'est-à-dire qu'on va confier ces vignes à un vigneron, un agriculteur, un viticulteur, qui va cultiver la terre et qui va produire le vin éventuellement, donc tout dépend des accords, mais le fermage consiste à confier sa terre et ses vignes à un agriculteur. Ce qui est une autre logique du coup d'investissement par rapport à l'investissement en bouteille, parce que là du coup on est propriétaire d'un lieu. Oui, tout à fait, parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il y a énormément de gens de viticulteurs ou de gens qui héritent d'une vigne de leurs parents, leurs grands-parents, etc., et qui n'ont pas forcément envie de se mettre au travail de la terre, donc qui décident finalement de confier leur terre, leur vigne à un spécialiste. C'est un bon moyen, hein. Tout à fait, ouais. Mais différent, c'est-à-dire qu'on change de catégorie. Tout à fait, là on investit vraiment dans le foncier et non plus dans comment dirais-je, dans la bouteille. Alors, il y a de plus en plus, ça existe de plus en plus, hein, on voit, comment dirais-je, ce qu'on appelle des GFV, hein, des groupements de fonciers viticoles, où on peut investir dans la vigne. Les rendements, d'après ce que je sais, sont de l'ordre de 2-3%, j'espère que je ne me trompe pas, mais ce qui est intéressant, c'est d'être propriétaire d'une vigne, et voilà, c'est un placement sur le long terme qui peut être sympathique, parce qu'il y a une dotation souvent qui est en bouteille, et donc c'est aussi une bonne façon pour aller se rapprocher de la vigne, de ce travail qui est merveilleux que fait le vigneron, quoi. Un art de vivre, on va dire. Exactement. Alors justement, vous parlez du rendement, on a pas mal de questions qui nous arrivent sur ce sujet, avec celle d'abord de Jacques qui vous demande « Est-ce que M. Godet peut nous indiquer quel est le rendement moyen d'un placement en vin ?» C'est une question délicate. Bonjour Jacques. C'est une question délicate parce que si on regarde, alors d'abord ce qu'on sait, c'est ce qui s'est passé dans les années précédentes. Que va-t-il se passer dans les années futures? Ça, c'est une autre question. La rentabilité du placement en vin va dépendre de plusieurs critères. Il va dépendre, c'est un marché qui subit la loi de l'offre et de la demande. Donc, si on a un millésime extrêmement qualitatif, on peut probablement escompter une grosse appréciation de ces bouteilles. Et là, on est véritablement sur un millésime spéculatif. Et puis après, il faut des acheteurs futurs. Plus l'économie mondiale va s'enrichir, plus il y aura de millionnaires ou de milliardaires, et plus le marché des vins sera un marché, on va dire, acheteur. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à prévoir pour l'instant. Alors, maintenant, pour répondre à sa question, moi, je vois des gens qui achètent des vins et qui, au bout de 2 ans, 3 ans, peuvent très bien avoir une appréciation
Alors, différence entre leur prix d'achat et une cote qui est fournie, qui serait de l'ordre de 15, 20, 25%. Au bout de 2 ans, une trentaine de pourcents. On a vu que dans les années 2000, le vin s'était apprécié d'environ 15% en moyenne par an. Voilà. D'accord. Voilà pour répondre à la question. Et il y a une durée de détention, vous préconisez une durée, là vous parliez de 2-3 ans, c'est peu. Est-ce qu'il faut attendre un peu plus, 10, Alors, 20, 30 ans, 50 ans? Déjà, oui, sur la durée, je dirais que ce qui est important si on veut investir dans le vin, c'est d'y consacrer une petite partie de son économie. On parle de 5 à 10% de son patrimoine, pas plus. Pas plus. Bon. Il est conseillé d'être quand même amateur de vin, parce que s'il y avait le moindre souci, le seul problème qu'on ait finalement, c'est d'avoir à récupérer ces bouteilles pour pouvoir les consommer. Et puis, la troisième des choses, c'est qu'il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé, il faut laisser le temps faire son œuvre. Mécaniquement, c'est la destruction du produit, la consommation, qui fait la raréfaction pendant que la bonification, c'est-à-dire l'augmentation de qualité du vin, prend place. Et ce sont ces deux phénomènes qui font que mécaniquement, on a une inflation sur le prix du vin. Voilà. D'accord. Alors, pour répondre à la question, oui, il y a une période... minimum 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et après, c'est à l'envie. Oui, et puis après, ça va dépendre des bouteilles. Il y a des vins qui demandent un petit peu plus de temps pour se bonifier. Voilà. Ce qu'il faut regarder, en revanche, c'est le potentiel de garde d'une bouteille. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. On peut peut-être expliquer ce que c'est le potentiel de garde? Alors, le potentiel de garde d'une bouteille, en fait, c'est un vin va traverser différentes phases. Il y a une phase de jeunesse où le vin va prendre sa place dans la bouteille après l'élevage, et puis les tanins et l'alcool et l'acidité vont se fondre. Et lorsque tout ce processus est véritablement en place, le vin atteint son apogée. Et il peut plafonner pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, suivant les appellations ou suivant les millésimes. Les grands crus de Bourgogne peuvent avoir des apogées qui vont durer une trentaine, voire une quarantaine d'années. Idem sur des Pauillac, des Pomerol, et puis certains vins d'exception, comme quelques grands crus de la vallée du Rhône, ou bien des grands crus, excusez-moi, des vins, des sélections parcellaires de la vallée du Rhône, ou bien quelques exceptions, comme des vins du Beaujolais qui sont inoxydables. Voilà. D'accord. Marc vous demande en ce moment quelles sont les années les plus prometteuses? Alors, actuellement, les années les plus prometteuses sont, à mon sens, 2010. Alors d'abord, les années, en général, de façon générale, le vin prend plus de valeur quand le millésime est exceptionnel. Donc, on a une chance inouïe, c'est qu'on vient d'avoir un très grand millésime qui est 2009 dans toute la France, 2010, que je trouve nettement supérieur à 2009, parce qu'il y a un petit peu plus d'acidité, il y aura un potentiel de garde, et puis ce sont un vrai millésime de terroir, voilà, alors que 2009 était un peu plus solaire. 2011, sur certaines régions, est un très très beau millésime, Vallée du Rhône notamment, et 2012 devrait être pas mal, mais c'est encore un peu trop tôt pour le dire. D'accord. Voilà. On le saura quand pour 2012 ? On saura ça, écoutez, le mois prochain démarrent les dégustations des vins en primeur à Bordeaux et on va pouvoir se faire une première idée de la qualité de ce millésime. D'accord. Question de Kevin. Avant la vente, peut-on ouvrir ses caisses afin de constater l'état des bouteilles et des étiquettes, sachant qu'il sera difficile de remettre le couvercle de la caisse à l'état original ? Alors, il existe 2 types de marchés. Il existe un marché pour des caisses complètes, des caisses bois d'origine. Et en général, on peut obtenir une valeur supplémentaire si effectivement il a été constaté que la caisse n'a pas été ouverte. Et puis à côté de ça, il existe des ventes, des possibilités de revendre ces vins à l'unité ou par 3, par lot, etc. Donc il y a une petite décote. Mais... Oui, dans ce cas-là, il y a une petite décote. Donc si Kevin a envie d'ouvrir la caisse, qu'il n'hésite pas quelle est la précaution à faire? Alors, de toute manière, si Kevin a envie de boire ses vins, qu'il en prenne, qu'il se fasse plaisir avant tout, parce que le vin avant tout est fait pour être bu et pour procurer du plaisir. Avec modération, bien sûr. Du coup, ça rappelle un peu des questions du début de notre rendez-vous.
faut faire les deux, faut acheter des bouteilles, en prendre une ou deux pour les goûter et puis garder les autres. Oui, l'idée. Alors ça, c'est un concept qui nous vient des États-Unis, que quelques Français ont commencé à faire de tout temps. Mais l'idée, c'est véritablement d'utiliser cet ascenseur prix sur les bouteilles pour pouvoir financer une partie de sa cave, acheter des bouteilles, en revendre et puis en consommer tout à fait, oui. Pas forcément les mêmes, ça peut être les mêmes, c'est pas forcément les mêmes, mais l'idée c'est véritablement de se faire plaisir et puis d'accéder à des très belles bouteilles, parce qu'on a une chance inouïe, en France, c'est d'avoir cette collection de grands crus et de vins exceptionnels que le monde entier nous envie. Et nous copie. Alors ça c'est autre chose, sur la copie. Question de Muriel. Bonjour Monsieur Godet, combien d'argent me conseillez-vous d'investir dans le vin pour que cela soit intéressant? Alors vous aviez donné la règle tout à l'heure de 10%. Tout à fait, moi ce que je dis c'est que ce qu'il faut c'est investir de façon raisonnable. Il faut considérer que c'est une épargne qui va être bloquée pendant 3, 4, 5, 10 ans, etc. Donc ça c'est fonction, Muriel, de votre capacité d'endettement. Et puis, moi, je dirais qu'on peut très bien démarrer avec un petit budget de l'ordre de 1 000 € et puis acheter 2 caisses ou 3 caisses à 300 €, et c'est déjà pas mal. D'accord. C'est un bon début. C'est un bon début, puis après on revend. Tout à fait. Après, on peut en racheter, en revendre, etc., etc. On va parler un peu de fiscalité. On a quelques questions, notamment celle de Brice qui vous dit « J'imagine qu'un placement en vin est imposé. Qu'en est-il au juste? Si j'achète du vin puis je le vends, que dois-je déclarer ?» Alors, la fiscalité est la suivante. Il suit le régime des valeurs meubles, c'est-à-dire que dès l'instant où la cession d'un lot est supérieure à 5 000 €, le propriétaire des vins ou le vendeur est tenu de déclarer son impôt au fisc, et il paiera 19% plus les prélèvements sociaux qui sont de 15,5%, ce qui fait un total de 34,5%, sachant qu'il y a un abattement de 10% par année de détention à compter de la 3e année. Donc au bout de 12 ans, l'investissement est totalement exonéré d'impôt. Voilà. D'accord. Mais c'est le seul impôt, à part la TVA qu'on a vu tout à l'heure. Alors, c'est le seul impôt. Ceci étant, si si on est assujetti à l'ISF, on doit déclarer également sa cave à la valeur vénale, c'est-à-dire à la valeur du marché. D'accord. Voilà. Donc réviser chaque année. Exactement, exactement. Est-ce qu'on peut faire une donation de bouteilles de vin, nous demande Denis? Alors, tout à fait. Il est possible de faire une donation. Notamment à certains moments, au moment de Noël, au moment d'un anniversaire, dans des cas très précis. Là, je pense qu'il faut revoir son Code général des impôts. Mais il est totalement possible de faire entrer la CAF dans un dispositif de donation. Très bien. Tout à fait. Et vaut mieux le faire le plus tôt possible d'ailleurs. D'accord. Et peut-être s'adresser du coup à un notaire qui encadre un peu ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Question de Thomas. Monsieur Godet, si j'opte pour une cave, quelles sont les garanties pour que j'accède à mes bouteilles si la cave ferme? Alors, là, je pense que la question s'adresse à une cave de stockage mutualisée. Ouais. Thomas ne nous précise pas, mais on peut imaginer. Oui, tout à fait. Donc là, ce qui est important, c'est véritablement de suivre bien les comptes de l'entreprise, de connaître la pérennité de l'entreprise, de savoir comment elle est structurée, quel est le capital, à qui possède le capital, et puis de temps en temps, puis de rester en contact avec son prestataire. Il n'y a pas d'assurance, c'est pas encadré comme peut l'être un produit financier. Alors, il y a des
d'assurance. Donc les vins en général sont assurés à la valeur, à une certaine valeur. Donc là, il faut regarder la police d'assurance. Mais si la société qui conserve les vins venait à faire faillite, donc là, il faut regarder un petit peu les conditions. Alors en général, comme les vins n'appartiennent pas à la société qui les conserve, ce sont des mandats. Le liquidateur contacte les clients et demande aux clients de venir chercher les vins. D'accord, il ne peut pas vendre le vin pour rembourser les dettes de la cave. Non, parce que les vins ne figurent pas au bilan de l'entreprise. D'accord. L'entreprise a une responsabilité de gestion, mais pas de... Exactement, l'entreprise a une responsabilité de gestion, de gérer en bon père de famille, de maintenir les conditions de sécurité, de température et d'hygrométrie, etc. D'accord. Voilà. Est-ce qu'avec la technologie d'aujourd'hui, on est capable d'avoir la température en temps réel d'une cave, par exemple? On voit qu'il y a beaucoup de gadgets qui se créent sur Internet, sur les smartphones. Alors, il y a une société américaine qui est en train de s'implanter en France, qui s'appelle eProvenance, qui a développé des capteurs justement pour le stockage et le transport du vin. Il est possible avec eProvenance de détecter les températures à distance et d'avoir un suivi, une traçabilité de ces bouteilles. Ça, c'est un produit d'avenir parce que l'avenir du vin passera, et surtout de l'investissement dans le vin, passera par la traçabilité. Ça crée de la confiance, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut visiter éventuellement la cave, mais on n'y est pas toujours. Et donc, Tout à fait, oui, tout à fait. On va revenir sur la vente des bouteilles de vin. On a des questions qui arrivent sur ce sujet. D'abord, celle de Coralie. Une fois que j'ai acheté du vin, comment se déroule la vente? À qui m'adresser? La revente veut dire Coralie. Oui. Alors là, il existe différentes solutions. Sur Internet, on peut simplement revendre ses vins. Et puis, on passe une annonce et puis voilà. On passe une annonce, tout à fait. Il y a des journaux, il y a des sites spécialisés, voilà, comme eBay, Pixmania, à mon sens. Ideal Wine organise très bien la revente. Il existe, je crois, un autre portail qui s'est créé récemment et qui organise la revente. Le nom m'échappe. Et puis sinon, il y a toujours les ventes aux enchères. Donc dans toutes les grandes villes, il y a des salles de vente aux enchères qui organisent régulièrement des ventes de vin et qui peuvent expertiser vos bouteilles et organiser la revente. Alors justement, question de Frédéric, quelle est la meilleure méthode pour revendre ces bouteilles? Est-ce que c'est ces annonces ou est-ce que c'est les ventes aux enchères? Alors, vers quoi le cœur doit balancer? Alors, ça, je dirais, c'est une question un petit peu... j'ai du mal à savoir véritablement parce que ce qu'il faut, c'est... mais je vais donner des pistes de réflexion. Ce qu'il faut, c'est véritablement regarder les cours, aller sur Internet, voir ce qui se pratique, et puis bien prendre en compte les commissions qui sont demandées à l'acheteur et au vendeur et qui peuvent fortement impacter la négociation, la transaction, hein, ça c'est clair. Voilà. À côté de ça, il est souvent les cavistes en ligne qui organisent de façon intégrée l'achat, la conservation et la revente, facturent des frais qui sont relativement faibles et qui sont généralement basés sur la plus-value uniquement. Voilà. D'accord. On va continuer avec 3 dernières questions. Tout d'abord, celle de Fab qui, à vous écouter, a pris peur puisqu'il nous dit « Monsieur Godet, à écouter vos explications, je me dis que placer son argent en détenant directement du vin n'est sans doute pas la solution la plus simple. Est-ce qu'il existe des fonds d'investissement dédiés au vin ?» Alors, il existe des fonds d'investissement dédiés au vin, tout à fait. Il existe des fonds d'investissement. L'avantage du fonds d'investissement, c'est que ces dispositifs, il faut choisir des dispositifs qui sont agréés par une autorité financière et qui vont véritablement auditer les différents processus, etc. Dans ce cas-là, vous êtes propriétaire d'un bout de papier et derrière ce bout de papier, il y a de la valeur, il y a des bouteilles, etc. Et ce qui compte, c'est véritablement de voir un petit peu comment le fonds est géré. Donc la société, la financière d'Uzès a lancé Uzès Grand Cru,
dans le courant de l'année 2012. C'est un produit qui a reçu l'aval de l'autorité des marchés financiers et qui me semble tout à fait intéressant. D'accord. Et c'est intéressant pour quelqu'un qui voudrait justement pas rentrer dans le choix des bouteilles, le stockage, tout ce qu'on a évoqué. C'est un produit qu'on peut recommander ou faut y aller avec prudence? Alors, moi pour l'instant, je dirais que le produit du Zest Grand Cru est un produit qui sur le papier est intéressant. Hein. Ceci étant, il reste jeune. Il faut faire confiance au fonds d'investissement financière du Zest qui a quand même une expérience dans le domaine de la gestion des fonds. Mais je peux pas en dire plus. Hein. Je connais pas la valeur de leur fonds. Je sais pas comment il est géré. Mais là, peut-être qu'on quitte un peu l'esprit de l'investissement dans le vin, là. Parce qu'on devient plus anonyme. Oui, complètement, c'est anonyme. Et puis, voilà. Et puis, c'est moins fun que d'être propriétaire d'une cave à vin. C'est pas compliqué aujourd'hui d'investir dans une cave à vin avec des bouteilles. Il existe des solutions qui sont déjà éventuellement pré-packagées ou des solutions qui permettent de devenir facilement apprenti dans ce domaine-là. Il suffit de s'informer et de faire ses choix, quoi. Le côté fierté, c'est quelque chose d'important dans l'investissement. Le côté, pardon ? Fierté, être fier d'avoir sa cave, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand on aime le vin, on aime ses bouteilles. Quelque part, il y a une relation amoureuse très forte avec sa cave. C'est un bien qui est très précieux. Et voilà, je pense que quand on aime le vin, on a envie d'investir dans des bouteilles de vin, avant tout. Alors pour terminer, on va revenir sur le choix des bonnes bouteilles. Hein. Les questions ne manquent pas d'arriver. On a 2 questions, je vais les rassembler. Il y a d'abord Michel qui nous demande « J'aimerais savoir comment faire pour choisir des vins sur lesquels investir parmi tous les grands crus qui existent. » Et ensuite, il y a Jules 39 qui vous demande « Quels sont les crus les plus intéressants pour un placement en vin ?» Alors, il existe. Alors, d'abord sur les crus. Là, dans le domaine de l'investissement dans le vin, on va se concentrer sur les grands crus de Bordeaux. Il y a une centaine de grands crus. Il faut choisir des premiers grands crus, des deuxièmes grands crus, des troisièmes, des quatrièmes, des cinquièmes. Et il faut regarder, il faut se renseigner, il faut regarder l'évolution des cours. Finalement, un grand cru, c'est comme une marque. Et il faut véritablement regarder la valeur que prend cette marque année après année. Donc ça, c'est la première des choses. L'avantage d'investir dans les vins de Bordeaux, c'est qu'il y a une grosse quantité disponible à la vente et à la revente. Donc il y a des cours il y a des cotes qui sont relativement fiables et précises. L'autre grande région de France, c'est la Bourgogne, qui, à notre sens, va prendre de plus en plus d'intérêt dans les années qui vont venir parce que le vin de Bourgogne, c'est le vin le plus compliqué à réaliser. C'est un vin monocépage. Ce sont des toutes petites parcelles. Et là, l'homme est vraiment en face des conditions climatiques. Il ne peut pas s'organiser en faisant son assemblage entre un Merlot et un Cabernet Sauvignon. Voilà. Donc le vin de Bourgogne va prendre d'autant plus de valeur qu'il est rare. Et là, il faut se diriger vers les grands crus de Bourgogne. Voilà, de préférence choisir des bons millésimes. Et puis à côté de ça, il existe quelques vins de la vallée du Rhône, en Hermitage ou en Côte-Rôtie. Voilà. Il existe aussi des possibilités sur certains vins millésimés en Champagne, qui sont des très grandes cuvées et qui peuvent prendre énormément de valeur, etc. Quels sont vos coups de cœur en ce moment ? Alors nous apprécions, moi j'ai fait un petit papier sur les vins de Michel Chapoutier parce que ce sont des vins de très grande qualité, les sélections parcellaires de Michel Chapoutier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des vins qui sont réalisés en biodynamie et la biodynamie est un facteur de succès au niveau de la culture pour pouvoir justement avoir un raisin d'une très grande maturité et d'une très très grande qualité dans la bouteille. Nous,
on aime particulièrement actuellement, j'ai noté que les Pessac-Léognan avaient le vent en poupe. Ils avaient été longtemps ignorés par les Anglais, mais on s'aperçoit qu'ils sont en train de rafler d'excellentes notes chez Parker. Ça n'est plus uniquement le Haut-Brion, c'est maintenant le château Smith-au-Lafitte, le Pape Clément qui a pris 100 sur 100 sur le millésime 2010. Voilà. Et puis à côté de ça, Angélus, Château Pavie, en septembre c'était intéressant de les acheter quand ils sont passés premier cru classé A. Donc là il y a un potentiel d'appréciation qui est tout à fait intéressant. Voilà. Merci beaucoup Thierry Godet d'avoir répondu aux questions de nos lecteurs sur le placement en vin. Si vous voulez prolonger votre connaissance sur l'investissement en vin, on vous donne rendez-vous sur notre espace Tribune Chronique sur lequel intervient Thierry Godet et qui vous livre régulièrement ses analyses et ses conseils. Merci, un grand merci à Maude et à Steve qui étaient à la technique. On se retrouve bientôt pour d'autres questions sur vos